Shanks. Madame Emily Shanks est détentrice d'un doctorat et psychologue de la santé depuis 2010 au CHUM. Elle a travaillé auprès de différentes clientèles en psychologie médicale avant d'aller en oncologie au CHUM en 2013. Elle travaille particulièrement avec les patients atteints de cancer, mais fait partie également de l'équipe interdisciplinaire avec ceux qui ont l'anémie falciforme. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Dr. Emily Shanks. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. D'accord. Donc, alors, c'est ça, comme je disais, merci pour la présentation, merci d'être présent aujourd'hui. Donc, comme il a été mentionné, je suis psychologue depuis 2010, depuis 2013 en oncologie au CHUM, puis en anémie falciforme aussi. Donc, avant qu'on commence, en fait, j'ai peut-être une 20 à 30 minutes de présentation, puis ensuite, on pourra prendre les questions par après. Donc, avant de commencer, en fait, je veux définir un petit peu pourquoi en fait, comment je voulais orienter la présentation. Mon but était premièrement de rejoindre le plus de personnes possible. Donc, j'ai essayé que ça s'adresse autant aux personnes avec l'anémie falciforme qu'aux parents, donc les jeunes, les moins jeunes. Moi, je suis avec la clientèle adulte, donc peut-être que ça va moins être parlant pour des très jeunes, sauf que je pense que les parents vont pouvoir adapter aussi le genre de contenu qu'on va aborder aujourd'hui. Je voulais aussi que ça soit relativement convivial à partager. Ça ne me tentait pas que ça soit très... je ne voulais pas partager d'études, de statistiques. Je trouve que ça devient lourd. Puis je trouvais que ça me tentait qu'on se fasse plaisir aujourd'hui, qu'on se fasse du bien, puis qu'on se rappelle que c'est important de garder espoir, puis de retrouver une confiance dans nos propres moyens pour s'aider à travers, effectivement, la pandémie, mais aussi plus généralement à travers la vie avec l'anémie falciforme aussi. Donc, c'est sûr que le contexte de pandémie vous ajoute un stress important depuis plusieurs mois. Donc, il faut être capable aussi d'être indulgent avec soi-même puis de comprendre que tout le monde trouve ça difficile. Donc, il faut réduire un peu nos attentes par moment. Donc, aujourd'hui, on va parler brièvement du stress parce que je trouve que c'est important de se rappeler ponctuellement c'est quoi le stress, puis comment on peut le gérer. On va parler surtout de santé psychologique. Je voulais qu'on regarde certaines facettes de la santé psychologique pour être capable de booster notre santé psychologique personnelle. Pour reprendre un sentiment de contrôle aussi par rapport à ça. Puis, on va développer, en fait, on va parler de notre boîte à outils personnalisée qu'on peut se développer chacun de nous. Puis, on va aborder là, certaines ressources juste pour vous donner un petit bottin là, au cas où vous en ayez besoin. Donc, le stress, premièrement, le stress, c'est une réaction qui est adaptée. Hein? On a tendance à percevoir le stress là, comme étant le gros méchant stress qu'il faudrait éliminer complètement. Mais non, le stress, ça nous a permis de survivre à travers le temps. C'est la réaction qui fait en sorte qu'on est prêt à combattre ou à fuir. Et on a été capable de détecter les menaces avec notre cerveau qui s'est développé pour ça. Le cerveau, c'est un détecteur de menaces, un détecteur de danger potentiel, puis il fait son travail. Donc, la réaction de stress, c'est celle qui nous a permis d'évoluer, de survivre à travers le temps. Donc, c'est un allié aussi, notre réaction de peur instinctive qu'on a qui nous met en action. Alors, il faut juste notre perception du stress, hein, on peut essayer de la changer.
Sonia Lupien, c'est une chercheure qui étudie le stress depuis, je pense, 30 ans. A découvert à travers ses études qu'il y a toujours 4 facteurs qui viennent en compte quand on est stressé. En fait, au moins un des 4 facteurs qu'on peut toujours retrouver quand on se sent stressé. Ça fait l'acronyme CINE pour que ça soit facile de s'en rappeler. Donc, C-I-N-E. Soit qu'on manque de contrôle sur la situation. On a l'impression d'avoir un contrôle faible sur la situation qui nous stresse. Ou quand les situations sont imprévisibles. Donc, on ne connaît pas l'issue, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est de l'inconnu. Ça peut être un élément stressant. La nouveauté, c'est un autre des facteurs qui est souvent présent. Donc, le changement, quand tout est nouveau pour nous, ça peut être stressant. Puis, l'ego menacé. Donc, quand on parle d'ego menacé, c'est pas là qu'on a nécessairement un gros ego, mais quand on a peur de ne pas être à la hauteur ou quand il y a des gens qui viennent nous challenger ou qui nous remettent en doute ou quand on se dit qu'on n'y arrivera pas ou qu'on ne sera pas capable, l'ego est menacé à ce moment-là, puis ça peut être un stress important. Donc, comme truc, en fait, c'est que c'est important de déconstruire notre stress, le reconnaître, puis se dire, OK, qu'est-ce qui fait que je suis stressée présentement? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de contrôle sur la situation, puis ça vient me chercher? Est-ce que c'est parce que c'est nouveau, puis je ne sais pas à quoi m'attendre? Puis ça vient m'angoisser un peu plus. Donc, quand on déconstruit les facteurs de stress, ça nous permet de mieux le gérer. Parce qu'on peut après ça agir. Hein, s'il y a un élément qui est nouveau dans notre vie ou, par exemple, un nouvel emploi, peut-être que ça vaut la peine d'aller faire un tour avant d'aller faire une visite pour diminuer l'élément de nouveauté quand ça va arriver. Donc, à l'école, hein, on le fait avec nos enfants. Hein, on va se promener dans la cour d'école un peu avant. On va voir, on trace le chemin qu'ils vont faire pour y aller. Donc, pour que la première journée, finalement, il y ait un peu moins de nouveautés qui vont les stresser. Donc, important de décortiquer, déconstruire son stress pour être capable de mieux agir dessus. C'était ma petite parenthèse sur le stress. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la santé psychologique en général? Il n'y a pas nécessairement une définition de la santé psychologique, mais c'est important pour moi d'amener une conception positive de la santé psychologique. Ce n'est pas juste l'absence d'un trouble ou d'un symptôme. Puis, ce n'est pas nécessairement relié à juste l'absence de stress. On peut avoir une bonne dose de stress et en ayant une santé psychologique qui est bien portante. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de 3 thèmes qui peuvent être liés à la santé psychologique. Alors, on va parler de résilience, de flexibilité psychologique et de valeurs définies. Parce que c'est des éléments sur lesquels on peut travailler soi-même pour, comme je disais tantôt, un peu booster notre santé psychologique. Donc, la résilience, hein, vous en avez probablement déjà entendu parler, hein, cette capacité de rebondir à travers des événements difficiles, de surmonter des épreuves. Hein, ce n'est pas juste de passer à travers puis de reprendre notre chemin un peu comme on le faisait avant. Il y a quelque chose d'un apprentissage, d'un développement. Quand on dit en sortir grandi, c'est l'aspect qui est comme ajouté avec la résilience. Puis, on sait, selon Dennis Charney, qui est un chercheur qui a étudié, qui a fait beaucoup d'entrevues avec des réfugiés de guerre, des survivants de camps de concentration, il a décelé 10 facteurs qui peuvent contribuer à la résilience. Fait que je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que s'il y en a certains qui viennent vous parler plus, bien, essayez de l'implanter dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, on parle premièrement d'optimisme. Quand on parle d'optimisme, ce n'est pas de se mettre juste des lunettes roses puis de se dire que tout va parfaitement dans le monde ces temps-ci, puis qu'il n'y aura aucun problème et que, par exemple, par rapport à la maladie, on n'aura jamais de complications, tout va toujours bien se passer. Ce n'est pas d'aller dans une espèce de déni que positif. Mais on parle d'optimisme réaliste, dans le sens où
OK, tu sais, avec l'anémie, c'est pas facile par moment. Puis oui, il y a des choses qui peuvent arriver qui sont pas toujours sous notre contrôle. Mais il y a des choses qui vont bien. Hein, si les derniers résultats étaient bons, hein, on peut se pencher sur ce qui est positif, malgré que des fois, il y a des moments plus difficiles. Le sens de la moralité, on voit que c'est relié avec la résilience. De pouvoir se diriger vers l'action juste, même si des fois, ça peut être difficile. Donc, ça peut être un autre aspect à considérer. La spiritualité, que ce soit au plan religieux ou non, mais on sait que la spiritualité, c'est lié à de bonnes capacités d'adaptation. L'humour. Je pense qu'on en a tous besoin ces temps-ci. C'est quelque chose qu'on devrait vraiment se garder du temps à tous les jours, à chaque semaine, pas avoir peur de se faire rire, de faire rire les autres, de se réserver des moments pour vous faire du bien, pour avoir du plaisir. Donc, c'est des choses toutes simples, mais ça se pratique quand même facilement. Donc, ça peut être juste de rire d'une blague de quelqu'un ou d'écouter des émissions, des spectacles, des films, des séries qui vous font rire, que ce soit des vidéos de chat sur YouTube, peu importe c'est quoi, mais cultiver l'humour, c'est tellement bien, c'est tellement bon pour le corps avec toutes les hormones qui sont sécrétées quand on rit. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à ne pas négliger. Ensuite, avoir un modèle. On sait que c'est aidant pour s'adapter, pour surmonter des épreuves. Ça nous donne un modèle qui peut nous inspirer, hein, donc qui nous motive à faire des changements positifs, puis à maintenir le cap. Donc, ça peut être un modèle qu'on a près de nous, par exemple, qui a aussi l'anémie falciforme, puis qui nous inspire, mais ça peut être un modèle plus lointain aussi. C'est pas nécessairement quelqu'un qu'on doit absolument connaître. Puis on peut avoir différents modèles, pas nécessairement juste un. Le soutien social, hein, je fais un aparté avec l'association d'anémie falciforme. Je pense que c'est un soutien qui est extrêmement important et extrêmement bénéfique. Ne pas avoir peur d'aller chercher, que ce soit dans notre famille proche, auprès de nos amis, de la communauté, mais de créer ces moments-là de soutien. Puis là, présentement, c'est plus difficile. Tout est en virtuel. On veut prendre soin de notre santé, on veut prendre soin de la santé des autres, mais il y a toujours moyen quand même d'aller chercher ce soutien-là. La capacité de faire face à nos peurs, à nos craintes, à notre stress. Donc, au contraire de l'évitement, hein, plus on évite nos peurs, plus elles vont persister, mais plus on fait face, plus ça nous redonne confiance qu'on est capable, puis en fait, par un processus d'habituation tout simple, plus le corps est en contact avec un stimulus, moins il va y réagir. Donc, plus on fait face à notre peur, moins on en a peur. Donc, ça peut être des choses comme, ne serait-ce que d'avoir le trac avant une présentation un samedi matin. On pourrait se dire « Oh non, ça ne me tente pas », mais finalement, on peut le faire en étant un peu stressé quand même. Avoir une mission, hein? Avoir une cause qui nous est chère, ça peut être quelque chose de bénéfique par rapport à la résilience. Je pense qu'on a un très bon exemple avec M. Sanon qui a fait de l'anémie falciforme sa mission depuis plusieurs années, comme quoi il y a des grandes choses et de belles choses qui peuvent ressortir même à travers des épreuves difficiles. Donc, d'entretenir une mission, que ce soit à grande échelle ou à plus petite échelle dans notre quotidien aussi. On n'a pas besoin de devenir des Mères Teresa incarnées, mais de penser à des petites missions qu'on peut se donner ou une mission plus large aussi. Puis garder la forme physique et son cerveau occupé. Donc, faire travailler notre tête, faire travailler notre corps, on sait que c'est montré comme étant très positif pour booster notre résilience. Maintenant, par rapport à la flexibilité psychologique,
comparativement à une certaine rigidité. On parle de flexibilité psychologique comme étant la capacité à être en contact avec son expérience, donc à la fois ses pensées, ses émotions. Puis ça, c'est des choses qui émergent très vite. Hein? On n'a pas vraiment de contrôle sur nos pensées, sur nos émotions, mais ce qu'on fait avec, par contre, puis comment on les perçoit, ça, c'est sous notre contrôle. Donc, être en contact avec son expérience sans se laisser submerger. Hein? Je pourrais me dire, avant un rendez-vous médical, par exemple, c'est sûr que je vais avoir des mauvaises nouvelles. Mais on pourrait aussi se dire, ma tête me dit que je vais avoir des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez juste la distinction, l'espèce de recul qu'on est capable de prendre en se disant, OK, ce ne sont que des pensées. Je n'ai pas à les acheter nécessairement. Puis avec nos émotions, hein, une émotion, ça monte et ça redescend. Alors, en ce moment, je me sens en colère, je me sens triste, je me sens découragée, j'ai peur. Donc, mais c'est en ce moment. Puis on fait confiance que ça va diminuer. Puis en faisant ça, mais ça aide justement à tolérer ce moment-là qui peut être inconfortable, mais à rester en contact avec sans vouloir mettre de côté ou chasser. Parce que ça va revenir de toute façon. Hein, si peu importe tous les efforts qu'on fait pour ne pas penser, ne pas ressentir quelque chose, ça a tendance à revenir. Si on a à le vivre, on va le vivre. Alors, être en contact avec son expérience, tout en adaptant ses actions, ses comportements en fonction de ses objectifs puis de ses valeurs. On va parler des valeurs un peu plus tantôt. Je peux avoir peur d'aller à mon rendez-vous médical, mais je peux décider quand même de me présenter parce que c'est important pour moi, parce que je sais que ça va être pour le mieux, ultimement. Puis, c'est important pour moi de parler de la flexibilité psychologique parce qu'à travers la maladie falciforme, il y a beaucoup de deuil. Il peut y avoir beaucoup de pertes, des fois temporaires, des fois permanentes, mais c'est important de cheminer à travers ces deuils-là, ces pertes-là, mais sans rester dedans, hein, sans ruminer sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne peut pas avoir ou ce qu'on a peut-être perdu, mais en essayant de demeurer flexible, souple, puis aller vers, hein, on parlait d'optimisme tantôt, mais ce qui demeure, hein, ce qui reste ou ce que je peux continuer quand même à développer. Par rapport aux inquiétudes, que ce soit les inquiétudes des patients, des personnes qui ont l'anémie falciforme ou les inquiétudes, par exemple, des parents par rapport à mon avenir, par rapport à des complications possibles, ce ne sont que des inquiétudes. Il faut se le rappeler. Puis, il ne faut pas vivre juste en fonction de nos inquiétudes. On fait ce qu'on peut, puis le restant, on apprend à lâcher prise. Donc, la flexibilité va nous aider dans cette capacité-là à prendre du recul, à lâcher prise sur certaines inquiétudes qui peuvent être présentes. On ne peut pas empêcher nécessairement que ça soit là, parce que oui, il peut y avoir des complications, mais ça peut quand même bien se passer. On sait que je voyais la présentation à l'automne, hein, à la journée en novembre, puis je pense que c'est Dr. Forté qui disait que les patients anémie falciforme au Québec sont en meilleure santé en général qu'ailleurs. Alors, on peut se considérer chanceux, puis on peut vous redonner le crédit pour ça par rapport à cette santé-là. C'est normal d'avoir une certaine dose d'inquiétude, mais il ne faut pas ruminer par rapport à ça, puis rester là-dedans. Puis, flexibilité par rapport à la conception de la santé. Autant en anémie qu'avec les personnes qui ont le cancer, on voit souvent ça, cette espèce de rigidité-là dans la définition de ce que c'est qu'avoir une bonne santé. Est-ce que parce qu'on a une condition chronique, on n'est absolument pas en bonne santé? C'est comme si ça délimitait vraiment ceux qui sont en bonne santé, qui ont une santé parfaite, sans aucun symptôme. Puis, donc, nous, on ne peut pas accéder à ça automatiquement quand
quand on a une maladie chronique comme l'anémie. Alors, est-ce que finalement, la conception de la santé, elle pourrait être un peu modulée, elle pourrait être changée? Est-ce qu'on peut être en bonne santé avec l'anémie falciforme? Je pense que oui. Donc, je vous amène quand même à réfléchir à ça, sur votre propre conception de la santé, puis comment elle pourrait être adaptée pour que ça vous convienne le plus possible finalement. Puis, j'aime bien parler des valeurs, hein, l'importance de définir nos valeurs parce que, en fait, j'inverse un peu les points, c'est les valeurs qui nous donnent une direction. Donc, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Quand est-ce que vous vous sentez le plus vivant? Qu'est-ce que vous faites que quand vous vous couchez le soir, vous êtes content d'avoir fait, vous êtes satisfait, même si ça n'a pas toujours été facile. Hein? Ceux qui s'entraînent pour les Olympiques ou différentes courses, ben, ça leur tente peut-être pas de se lever à 4h30 à tous les matins pour s'entraîner, puis finalement, ils le font, puis je suis certaine qu'ils sont quand même contents de l'avoir fait. Parce que c'est des objectifs à court terme, mais qui sont dans la même direction que des valeurs importantes pour eux. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui rend votre vie plus riche. Ça peut être encore une fois quelque chose de plus grand que soi, mais aussi juste à l'intérieur de votre famille, de votre travail. Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis, je vous inviterai aussi à vous mettre au centre de ça. Hein? Est-ce que vous êtes important pour vous? Puis comment vous pouvez le devenir? Puis comment vous pouvez cheminer dans cette direction-là? Donc, la valeur, elle ne se finit pas, elle n'est pas atteignable, mais ça nous donne une direction, ça nous donne un chemin à suivre. Puis après ça, on se donne des objectifs à court, moyen et long terme dans cette direction-là pour que notre vie soit pleine de sens, soit riche. Maintenant, une boîte à outils qui est importante d'avoir, donc qui va être personnelle à vous. Bien sûr, il peut y avoir des stratégies qui se retrouvent pour tout le monde, hein, même que on va en parler. Je suggère d'en garder toujours quelques-unes parce que c'est démontré à plusieurs reprises à quel point ça peut aider. Mais je vous inviterai à développer votre boîte à outils personnelle, que ce soit juste dans votre tête ou même carrément de l'écrire sur papier, puis de le garder pour dire, OK, bien ça, quand je vais moins bien, je peux avoir recours à cette boîte à outils. Évidemment, des activités agréables. Gardez-vous du temps pour vous seul et du temps en famille, du temps avec des amis. Là, bon, c'est sûr qu'on le met entre guillemets ces temps-ci parce que ce n'est pas nécessairement comme d'habitude. Mais malgré tout, hein, que ce soit par des appels vidéo, par des contacts à distance, évidemment, mais c'est important de vous garder du temps pour faire des activités agréables, des jeux, des sorties. Donc, de définir pour vous quelles sont vos activités agréables, favorites, puis qu'est-ce qui vous fait du bien en général. On en parlait tantôt hein, par rapport à la résilience, le soutien social. Hein, donc, allez chercher du soutien, allez chercher votre réseau, mobilisez-le pour vous aider. Puis c'est quand ça va bien aussi, hein, mais c'est important de pouvoir partager son expérience. C'est bon coup, c'est moins bon coup. N'hésitez pas à demander et à offrir de l'affection. On est des animaux sociaux, on est fait pour vivre ensemble. Encore une fois, c'est pour ça que la pandémie est difficile parce qu'on a moins de contacts puis on en a besoin. Donc, il faut les adapter présentement, mais il faut quand même les créer, ces moments-là. Donc, l'affection, hein, on sait qu'avoir un câlin de 20 secondes, ça fait sécréter plein d'endorphines qui viennent apaiser le corps, puis nous recentrer. Donc, il y a plein de petits gestes comme ça qu'on peut intégrer dans notre quotidien quand des fois on n'y pense pas, mais ça fait du bien.
L'activité physique, ça, c'est clairement quelque chose que je recommanderais pour tout le monde parce que ça a été démontré à travers de multiples études que en fait, c'est la stratégie, ça et la respiration, je vais en revenir après, qui est le plus efficace pour gérer notre réaction de stress puis pour permettre au corps de retrouver son équilibre le plus vite possible. Ça faisait partie aussi des éléments de la résilience, hein, donc se garder actif, mobiliser son corps. Ça ne veut pas dire de faire des poids au gym, ça veut dire, même si c'est juste d'aller marcher quelques fois par semaine, on sait même que pour la santé mentale, hein, il y a une étude qui a montré que 3 marches par semaine de 45 minutes faisaient le même effet qu'un antidépresseur pour des dépressions légères à modérées. Donc, autant au plan de la santé mentale que de la santé physique, l'activité physique est la première chose qu'il faudrait apprendre à intégrer davantage pour nous aider à avoir une meilleure santé psychologique. La respiration aussi, hein, quand on se sent plus stressé, quand on sent que l'irritabilité monte aussi, hein, il y a des moments où que même qu'on se sent triste, qu'il y a beaucoup, beaucoup de peine, puis qu'on se sent submergé par ça. Faire des exercices de respiration, ça paraît banal, ça paraît très simple, ce l'est, mais en même temps, il faut apprendre à l'intégrer pour que ça devienne plus facile quand ça va moins bien. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, hein, tout le monde est capable de respirer, évidemment, mais vous pouvez commencer à vous pratiquer sur le dos, en vous couchant, en mettant une main sur votre poitrine, une main sur votre abdomen, puis on veut faire gonfler seulement la main qui est sur notre ventre, sur notre abdomen. On veut vraiment venir gonfler le ventre et le dégonfler, que ce soit par la bouche ou par le nez, peu importe, mais on veut vraiment aller aller faire une pression sur le diaphragme. Donc, c'est vraiment en gonflant le ventre et pas la cage thoracique qu'on va venir rééquilibrer avec le système parasympathique qui s'active, la réaction là, de stress qui est enclenchée. Donc ça, je vous encourage, si vous pouvez faire un test, là, 1 à 2 minutes avant de vous coucher, bien respirer par le ventre, puis regardez comment ça peut avoir un bel impact. La relaxation, il y a différents types de relaxation. Sur YouTube, il y a plein de vidéos accessibles. La méditation aussi, hein, il y a de plus en plus d'études qui montrent que la méditation, par exemple en pleine conscience ou d'autres types de méditation peuvent aider à, premièrement, se donner un moment pour soi, à accueillir les pensées sans les juger, à être indulgent avec nous, à développer de l'autocompassion. On en parle de plus en plus des bienfaits de ça. Arrêter de se culpabiliser à outrance. Donc, ça peut être des stratégies aidantes. Évidemment, il y en a plein d'autres. Trouvez vos stratégies à vous. Je voulais faire un point sur l'hygiène de vie. Parce que quand tout roule trop vite autour de nous ou qu'on a l'impression de se trouver dans une tempête, l'hygiène de vie, ça peut être un point d'ancrage qui est stable puis qui nous ramène à notre routine bénéfique pour nous. Donc, quand ça va vraiment pas bien, penchez-vous sur votre hygiène de vie. On ne parle pas assez du sommeil, je trouve, mais les bienfaits du sommeil sont innombrables sur, encore une fois, la santé physique et psychologique. Donc, d'avoir environ les mêmes heures de coucher, les mêmes heures de lever, parce que souvent, la semaine, on va avoir un horaire plutôt régulier, puis là, la fin de semaine, on se couche plus tard, on se lève plus tard, puis là, on se trouve complètement en décalage horaire en début de semaine. Donc, essayez de maximiser un sommeil qui est récupérateur, qui est bénéfique pour vous. L'alimentation, l'hydratation, hein, on sait que c'est important, surtout chez les personnes avec l'anémie falciforme. Limiter la consommation d'alcool, de tabac, de drogue, hein, autant au plan physique, encore une fois, que psychologique. Hein, ça peut être, il y a plusieurs substances qui peuvent être des dépresseurs, donc ça n'aide pas du tout quand on est plus déprimé d'aller se tourner vers des habitudes de consommation. Souvent, ça nous perpétue ça perpétue un cercle vicieux qui est pas bénéfique pour nous.
Puis, votre médication, que ce soit l'acide folique, vitamine D, l'hydréa pour ceux qui en ont, ou votre traitement, allez à vos rendez-vous. Hein, prenez cette opportunité-là de rendez-vous médical ponctuel pour vous faire un bilan pour vous. Hein, vous donner un rendez-vous avec vous-même pour vous dire, ben, OK, qu'est-ce que je pourrais me donner comme objectif d'ici le prochain rendez-vous? Parce qu'on sait, hein, toute cette hygiène de vie-là, la gestion comportementale de l'anémie falciforme est très bénéfique pour diminuer les complications. Donc, vous le faites pour vous, pour prendre soin de vous, puis pour mettre toutes les chances de votre côté que tout se passe pour le mieux. Donc, c'est important d'identifier les stresseurs, votre réaction de stress, puis de passer à l'action pour le gérer. Cultivez votre résilience, essayez d'intégrer un ou deux aspects à la fois hein, dans différents facteurs de résilience, ce qui vous parle le plus. Mettez-vous pas à faire les 10 facteurs. C'est pas nécessaire de tout changer tout d'un coup. Hein. C'est comme les résolutions de bonne année. Quand on en fait trop en même temps, c'est pas tenable à long terme. Donc, des petits changements tranquillement. Essayez de demeurer flexible dans l'accueil de vos pensées, dans l'accueil de vos émotions, dans les moments plus difficiles, hein, de naviguer là-dedans avec souplesse. Ancrez-vous dans vos valeurs pour vous donner la direction dans laquelle vous voulez aller, de trouver ce qui va le plus enrichir votre vie, puis développer votre boîte à outils. Je mets un feu de circulation hein, parce que le feu vert, feu jaune, feu rouge, hein, ça peut être un bon truc pour se rappeler de faire le point avec nous-mêmes. Hein. Le feu vert, ça va, on continue. Feu jaune, il y a des choses qui tournent moins rond. On trouve ça plus difficile par moment, mais c'est quand même correct. Si vous sentez un feu jaune présentement, bienvenue, vous êtes humain, c'est normal, c'est la pandémie, c'est la deuxième vague, c'est l'hiver. Alors, on est probablement tous au feu jaune maintenant, c'est correct. On peut faire des choses pour s'aider, évidemment, mais angoissez pas si vous n'êtes pas au feu vert présentement parce que le monde entier trouve ça plus difficile présentement. Donc, encore une fois, hein, de la compassion envers soi-même. Puis, feu rouge, bien là, c'est un plan d'action un petit peu plus immédiat qu'on doit mettre en place. Donc, ayez votre boîte à outils développée pour savoir comment réagir hein, quand c'est un feu jaune ou un feu rouge. Des petits outils, des suggestions de lecture que j'aime beaucoup donner à mes patients. Donc, comme application, pour ceux qui ont des téléphones intelligents, c'est gratuit. J'aime bien l'application Respirelax, qui est une application toute simple pour nous aider à prendre quelques minutes, le temps qu'on définit pour soi-même finalement, à respirer. Donc, on suit une bulle. C'est une bulle qui monte pour l'inspiration puis qui redescend pour l'expiration. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On ajuste un peu le nombre de secondes d'inspiration et expiration en fonction de notre capacité respiratoire, de notre cage thoracique. Mais donc, c'est gratuit, c'est tout simple, c'est vraiment facile. Vous ouvrez ça, puis vous prévoyez peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour juste essayer de bien respirer puis vous calmer. Il y a Petit Bambou pour ceux qui aiment la méditation, qui sont curieux, intéressés de regarder ça un petit peu plus en détail, qui est une application de méditation pleine conscience. Donc, je pense qu'il y a à peu près une dizaine de méditations dans l'application qui sont gratuites. Après ça, pour avoir d'autres méditations, il faut payer, mais je pense qu'avec juste le format de base, ça peut vraiment être utile. Puis les enfants aiment bien pouvoir le pratiquer aussi avec Petit Bambou. Donc, c'est un petit truc aussi pour inculquer une méditation auprès des enfants aussi. Par rapport aux livres, c'est vraiment des livres qui reviennent un peu là, à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Si les notions là, de flexibilité psychologique, de valeur, ça vous parle beaucoup, je pourrais vous suggérer le livre Le piège du bonheur de Russ Harris. Ça se lit
très bien. Il y a beaucoup d'exercices à faire, beaucoup d'auto-observation. Donc, c'est vraiment un livre qu'on dépose puis qu'on applique dans son quotidien. Il ne faut pas juste le lire, il faut le faire. Si par rapport au stress, vous voulez en apprendre plus sur vraiment les mécanismes de stress puis les différentes façons de le gérer avec le ciné, il y a Par amour du stress que Sonia Lupien a écrit il y a plusieurs années, mais qui vient d'être réédité pour donc une édition revue et augmentée dernièrement. Et puis, son nouveau livre aussi là, de Sonia Lupien, qui est À chacun son stress. Ça, c'est pour les parents uniquement. Donc, c'est un livre qui est des fois un peu confrontant parce que ça nous fait nous rendre compte à quel point, ça nous fait comprendre à quel point notre stress comme parents va venir influencer la vie de notre enfant. Donc, comment mieux gérer notre stress à nous pour pas que ça vienne se déverser sur nos enfants. Donc, à chacun son stress, plus spécifiquement là, pour les parents. Des petites ressources en vrac, hein, si c'est plus difficile par rapport à la gestion de l'anémie falciforme, n'hésitez pas à en parler à votre équipe de soins spécialisés en anémie falciforme. Il y a aussi, quand vous avez un médecin de famille, les médecins sont habitués de parler aussi de difficultés au niveau de la santé psychologique. C'est les premiers... souvent les premiers répondants qui vont constater des moments plus difficiles. Donc, votre médecin de famille, il y a votre CLSC de quartier. Hein. Les CLSC, ils ont un accueil psychosocial. Vous pouvez avoir un suivi à cette place-là. D'autres ressources, le 811 Info Social, hein, quand ça va moins bien, c'est le Info Santé, mais le volet Info Social. 211, qui est une ressource assez récente. Donc, vous pouvez soit appeler ou aller sur le site, qui est comme un bottin de toutes les ressources communautaires dans la région de Montréal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très bien fait comme site. Autant pour des ressources au plan financier, alimentaire, juridique, groupe de soutien. Donc, il y a plein de choses intéressantes qui seraient possibles sur ce site-là ou en appelant. Pour les jeunes, hein, il y a Jeunesse J'écoute, Tel Jeune, c'est les principales, mais il y en a d'autres aussi. Ça se trouve facilement sur Internet en tapant les noms. Ligne parents pour les parents, donc une écoute, des conseils pour vous aider. Quand vous avez des difficultés comme parents, on en a tous, c'est normal. Puis, il n'y a rien de problématique là-dedans. C'est juste qu'il faut oser aller chercher des conseils d'autres ou aller essayer de brainstormer avec d'autres personnes pour nous aider. Puis, il y a Écoute Entraide aussi, qui ont des groupes de soutien normalement qui ne sont pas ouverts à cause de la pandémie, mais qui offrent une écoute en ligne quand même au téléphone. Alors, ça fait le tour de ce que moi j'avais à vous présenter. Merci de votre présence. Puis, on va pouvoir passer à la période de questions. Je voulais commencer avec une question sur la méditation et la pleine conscience. Vous en avez parlé un tout petit peu pendant la présentation, mais si on veut voir un impact dans notre vie, dans notre quotidienne chaque jour, à quelle fréquence doit-on pratiquer ces choses-là pour que ça fasse vraiment quelque chose pour nous? Oui. C'est comme n'importe quel apprentissage, hein, ou comme n'importe quel sport ou instrument de musique. Si on le fait une fois par mois, on ne verra pas une grosse amélioration. Hein? Donc, idéalement, à chaque jour, mais il y en a il y a des programmes qui recommandent là, absolument 45 minutes à 1 heure de méditation à chaque jour. Je la recommande, mais je trouve ça un petit peu irréaliste d'être capable de débloquer 1 heure de notre temps pour méditer à tous les jours. Tant mieux si on l'a, mais même moi, personnellement, j'y arriverais pas. Donc,
Alors, même si c'est un 5 minutes pour commencer, un 10 minutes, un 15 minutes, peu importe, mais de le faire régulièrement, c'est vraiment là où vous allez trouver les bénéfices. Donc, si vous avez juste un 15 minutes par jour, ça va être ça. Puis vous allez voir quand même un impact. Pas nécessairement il faut faire la différence entre méditation et relaxation. Hein? La méditation, le but, c'est pas de se sentir très relaxé après. C'est juste de pouvoir être là avec notre expérience, puis sans la juger, en l'accueillant, puis être curieux de ce qu'on est en train de vivre. Donc, ça, c'est la méditation pleine conscience. Mais on peut aussi être en pleine conscience dans ce qu'on fait. Si vous êtes en train de marcher jusqu'au métro pour aller travailler ou, ou en faisant la vaisselle, on peut la faire en pleine conscience. On peut faire nos activités, mais en portant attention à ce qu'on ressent, ce qu'on voit, donc à nos cinq sens, hein, à notre toucher, ce qu'on entend. Je reprends l'exemple de la vaisselle. Donc, la chaleur de l'eau, l'odeur du savon, la sensation que l'eau peut avoir sur nous. Donc, on peut pratiquer des éléments de pleine conscience sans avoir à s'arrêter 1 heure par jour. Mais évidemment, si vous aviez un petit moment, même si c'est juste un 10 minutes par jour, je pense qu'il peut y avoir des bons bénéfices. Si c'est aux 2 jours, une demi-heure aux 2 jours, par exemple, il faut que vous trouviez, en fait, j'allais dire, les plus grands bénéfices, finalement, c'est juste le faire que vous allez pouvoir trouver. Donc, si c'est 5 minutes, ce sera 5. Si c'est 1 heure, ce sera 1 heure. Mais ça n'a pas besoin d'être 1 heure. Si vous avez juste un 10 minutes, ce sera ça. OK, merci. Et j'ai vu une main levée, donc je vais voir si cette personne a mis une question par écrit ou si elle désire parler. Bonjour, oui, j'ai levé la main, c'est Marie Hondo. Oui, allez-y. Est-ce que je peux me lancer? Oui, oui, allez-y. J'ai pas mis ma caméra parce que je suis encore sur Non, mon lit, non, désolée, non, hein, non, c'est ça pas un va. manque de respect. Parlez tout Aucun simplement. problème. D'accord. En fait, j'ai 2 questions. La première, elle est un peu rapide, mais la deuxième, c'est vraiment celle que je veux poser. Dans le rayon, enfin, dans la section hygiène de vie, je pense, j'ai vu médication, pas Oui, méditation, mais médication. médication. Est-ce que j'ai fait une erreur? Mais je voulais vraiment dire la médication. Médication de médicaments, c'est bien ça? En fait, quand on a, j'ai peut-être pas été assez claire, effectivement, votre prise de médication. Si vous avez une médication, que ce soit l'acide folique ou l'hydréa, ou si vous Ah, avez vos traitements, donc juste de maintenir cette bonne routine-là, hein, de les prendre, puis de les prendre avec en, 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 en pleine conscience, finalement, hein, les prendre ok. pour vous faire du bien, de savoir que vous le faites pour vous. Donc, les prendre régulièrement, de maintenir bien faire votre suivi médical. Ok, ok. Justement, je voulais différencier si c'était notre médication journalière ou éventuellement une médication en rapport avec un éventuel mal-être mental ou autre. Pas Mais bon, nécessairement, non, c'est ça. Je parlais vraiment plus de la médication qu'on peut prendre là, dans le quotidien avec l'anémie falciforme. Oui. S'il y a au d'accord. besoin une médication à avoir, hein, que le médecin juge qui serait appropriée quand ça va vraiment pas bien, ben là, effectivement, ça peut valoir la peine par moment. Mais je parlais vraiment de la médication qu'on peut avoir à prendre là, En avec l'anémie. étant avec l'anémie falciforme. D'accord, merci. Et ma deuxième question, euh, quand on est, je ne dirais pas habitué, mais quand notre quotidien est jonché de, on ne va pas dire de difficultés, mais de situations plutôt, je ne dirais pas difficiles. Bon, si, on va dire difficiles. Quand Des notre défis? quotidien est habitué à des situations difficiles. Oui. Et oui, on peut quand même se rendre compte que, ben oui, là, il est arrivé quelque chose et puis là, j'ai pris un coup parce que
oui, voilà, pour un rien, je pleure, ou quand je pense à une certaine situation, ça m'attriste. Mais quand on est habitué, quand on vit des situations difficiles tous les jours, comment on peut savoir que là, on n'en peut plus? Est-ce il y a une sorte de déclic ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui peut se passer, qui peut nous alerter? Parce que nous, on peut se dire que ben, c'est normal, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Mm. Mais si pour d'autres personnes, non, c'est pas normal, comment la personne va se rendre compte que, ben, non, là, ce que tu vis, là, c'est pas, ou ta façon d'être, là, n'est pas bien ou normale. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, donc comment reconnaître hein, que là, on vient de passer un peu un cap où ça va plus bien, là. Exact, oui. Ben, je pense que s'auto-observer devient important. Observer nos réactions normales, habituelles, en fait, puis être capable de voir que effectivement, on se reconnaît, quand on se reconnaît un peu moins, bon, évidemment, là, je vais parler un petit peu plus de symptômes. Là. Si on a une humeur triste à tous les jours, presque toute la journée, depuis longtemps, quand on n'a plus d'intérêt à faire ce qu'on a, évidemment, là, c'est important de pouvoir en parler autour de nous, que ce soit une équipe médicale, un psychologue, un intervenant quelconque, pour essayer de faire le point sur ce qui peut être fait. Mais avant d'en arriver là, hein, je pense que de constater, il me semble que je suis plus irritable que d'habitude, ou il me semble que c'est ça, hein, j'ai la mèche courte, ou que tout devient plus difficile. Mais il y en a pour qui les signes de détresse vont être différents d'une personne à l'autre. Hein. Il y en a qui savent que quand ils sont stressés ou quand ça va moins bien, ils vont développer des symptômes physiques, des maux de ventre, des maux de tête, pas d'appétit. Puis il y en a d'autres, ben, ça va passer un petit peu plus vers des symptômes comportementaux. Ils vont s'isoler, ils vont devenir plus irritables. Donc, je pense que c'est important de reconnaître nos propres réactions, d'accepter en même temps l'input que les autres peuvent nous donner. Hein. Quand les autres nous disent il me semble que tu as changé, ben, c'est le moment de. Tu sais, je parlais de se donner un rendez-vous avec soi-même. Là. C'est le moment de faire le point et de dire OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, tu sais, avec le ciné, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vraiment me déranger, sur lequel je pourrais euh, venir pallier d'une certaine façon? Est-ce que ça répond? Oui, oui, ça répond vraiment. Merci beaucoup. Bienvenue. Puis, est-ce que je vois une autre personne qui a une question? Euh, OK, si j'en avais une autre dans le chat qui était ici. Ah oui, c'est sur l'hypnose. J'ai toujours voulu essayer l'hypnose. Est-ce que des professionnels qualifiés qui utilisent l'hypnose pour la santé, est-ce que ça existe vraiment? Oui. Et est-ce que leur travail serait utile en santé mentale ou pour la douleur? Ou est-ce que c'est juste un folklore, tout ça? Pas du tout. Non, c'est vraiment sur le. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est formé pour l'hypnose. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir un hypnothérapeute ou en tout cas un intervenant qui est formé pour l'hypnothérapie. Donc, sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec, on peut aller sélectionner un peu ce pourquoi on veut consulter, quel type de clientèle, adulte, enfant et tout. Puis on peut cliquer sur hypnothérapie si on veut vraiment avoir quelqu'un de spécialisé là-dedans. Donc, il y a différentes stratégies qu'on peut aller préciser. Donc, ça existe. Puis effectivement, hein, en douleur chronique, il y en a qui font de l'hypnothérapie pour la cessation tabagique, pour différentes épreuves qu'on a pu vivre dans notre vie. Donc, il y a beaucoup d'études qui montrent que l'hypnose pourrait avoir un effet bénéfique. Donc, c'est pas juste
une légende urbaine là, ou quelque chose qui est un peu farfelu, là, ça se fait vraiment là, cliniquement. OK. Puis dans le chat, je viens de voir, on parle de problèmes de sommeil en temps de pandémie, surtout chez les jeunes. Ça fait que nous, comme parents, qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention et stratégie? Puis quand est-ce qu'on peut se dire, OK, c'est trop, il faut qu'on aille consulter sur le problème de sommeil que mon enfant vit présentement. Oui, effectivement. Je pense que depuis le début de la pandémie, on remarque beaucoup plus de troubles de sommeil qui sont probablement associés au stress chronique qu'on vit. Donc, puis autant effectivement chez les jeunes que chez les adultes. Donc, je pense que ce qui pourrait être suggéré peut-être, j'ai pas vraiment d'outils spécifiques, mais je suis certaine que ça existe. Comme moi, je suis du côté des adultes, là, je connais moins les ressources pour les jeunes, mais je parlais de la respiration. Hein. Je pense que les jeunes, ils comprennent très bien comment faire. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps avant d'apprendre la respiration abdominale aux enfants. Il y a des, sur YouTube, il y a des tutoriels qu'on peut avoir. Puis, je me rappelle dans une formation, quand j'étais étudiante, on dessinait un petit bonhomme, puis avec un bidon, comme une espèce de baril qui représentait un peu son abdomen. Puis, donc, il faut qu'il remplisse le baril, il faut que l'enfant remplisse le baril d'air, puis l'arrête. Donc, de le mettre un peu imagé, ça peut aider les enfants. Donc, je pense que évidemment, hein, respiration, couper tout ce qui est écran au moins 1 heure avant le sommeil pour vraiment diminuer un peu l'intensité des lumières, faire plus de la lecture, des activités calmes, casse-tête, des petits jeux, mais beaucoup plus axés vers la détente. Donc, favoriser vraiment une bonne hygiène de sommeil. Sucreries, puis de ne pas avoir un repas trop lourd avant d'aller se coucher. Ça peut être une autre option aussi, donc autant pour les adultes que pour les enfants. Mais pas avoir trop faim non plus. Donc, des fois, les enfants, une petite collation, mais sans que ça soit sucré, ça peut être aidant avant d'aller se coucher. Donc, je pense que c'est autant pour les jeunes que pour les adultes aussi, hein, de prendre un moment avant de se coucher pour essayer de faire un bilan de la journée, mais de ne pas avoir à le faire justement là, quand on met la tête sur l'oreiller, puis que là, les choses commencent à remonter, puis qu'on commence à spinner, comme j'aime dire, dans notre tête. Donc, de se laisser un moment avant pour le faire. Comme ça, quand on se couche, c'est l'heure de dormir, puis le cerveau va mieux associer. Bien, notre tête sur l'oreiller, ça veut dire qu'on dort. Pour les jeunes, je ne pourrais pas vous donner plus d'outils que ça, mais j'imagine que ça peut se trouver, hein, une histoire qui n'est pas stressante, évidemment, pour les enfants, qui est apaisante. Donc, de favoriser, je pense, le sommeil, la période avant le coucher. C'est ce que je pourrais suggérer pour le moment. Okay, je vois, ouais, la mélatonine, c'est un médicament qui est en vente libre, je pense. Hein? Comme je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, je connais moins la mélatonine. Je ne sais pas si c'est prescrit pour les enfants. C'est sûr que ce n'est pas... les produits naturels, hein, on sait qu'ils ne sont pas
réglementé par les compagnies pharmaceutiques. Donc, il y a des études qui montrent que même s'il est supposé avoir tant de milligrammes de la substance dans un comprimé, ça ne veut pas dire qu'il va avoir exactement ça. Donc, il peut y avoir beaucoup de variabilité. Puis, c'est sûr que je vous recommanderais vraiment de parler à votre médecin avant de prendre quoi que ce soit ou de donner quoi que ce soit là, à vos enfants. Mais c'est montré quand même que ça peut... ça fait, je pense que ça joue sur les hormones qui se déclenchent avant la période de sommeil pour nous aider à aller chercher un endormissement. Donc, ce n'est pas un somnifère, mais ça peut être aidant, mais je vous inviterai à en parler avec votre pharmacien ou votre médecin. Puis j'ai une question, elle est un peu grosse, mais on va y aller. Le style parental, je pense qu'on peut dire qu'il a une influence notamment sur la santé mentale de nos enfants. Puis je pensais à quelques types de parents. On a des parents parachutes, on a ceux qui sont prêts à aller chercher la lune pour leurs enfants. On a des parents protecteurs, ils mettent une muraille autour de leurs enfants. On a les parents négociateurs, ceux qui se disent, bon, l'enfant, on va essayer de lui donner au fur et à mesure son autonomie, au fur et à mesure qu'il grandit. Puis il y a les parents qui veulent contrôler les situations pour que les enfants aient le moins de mauvaises expériences. Donc, comment est-ce que ces styles parentaux-là vont euh, aider la santé mentale de l'enfant ou être au détriment de la santé mentale de l'enfant? Je pense qu'effectivement, hein, on a de plus en plus tendance à vouloir protéger nos enfants de sources de stress. Comparativement à il y a plusieurs années où tout le monde jouait dehors sans supervision, puis les enfants s'organisaient entre eux. Là, on fait beaucoup plus attention. Je pense on a eu le balancier est allé un petit peu trop dans un autre extrême, puis probablement que ça va se stabiliser là, éventuellement, mais les enfants ont besoin de, de stress ou ils ont besoin quand même d'adversité pour être capable de développer leur système, c'est ce qu'on peut appeler leur système immunitaire psychologique, autant que leur système immunitaire physique. Hein. Si on n'est pas en contact avec aucun microbe, on ne pourra jamais développer notre système immunitaire puis combattre mieux ces microbes-là. C'est la même chose avec des épreuves ou avec des défis psychologiques. Ce n'est pas négatif en soi d'avoir certaines difficultés. On aime, on constate à l'école hein, que les profs, avant d'intervenir, quand ils voient un conflit entre deux élèves, ils vont quand même regarder, voir, OK, comment c'est géré? Est-ce qu'ils sont capables de gérer tout seuls pour les laisser apprendre la gestion de conflit? Puis, si à un moment donné, là, il y a vraiment une intervention à faire, bien, ils vont aller le faire. Donc, je pense qu'il faut les enfants sont tellement résilients. Il faut leur faire confiance qu'ils peuvent faire face aux situations qui sont un petit peu plus difficiles. Puis, ensuite, ben, les renforcer là-dedans, les féliciter de l'avoir fait, les aider à développer cette confiance-là. Mais on peut pas... C'est un peu comme quand je disais tantôt, hein, avec les facteurs de résilience, la capacité à faire face à sa peur, à nos craintes. Si on est toujours dans l'évitement, puis dans « non, c'est trop difficile », ben ça va nous dire un peu comme ben moi, je ne suis pas capable de faire ça. Fait qu'on veut pas, on veut que les enfants puissent être capables d'aller confronter certaines peurs en respectant leur rythme quand même. Il ne faut pas non plus si un enfant a peur de l'eau, on ne va pas aller le lancer dans un lac où on ne voit pas le fond, puis où ça peut être beaucoup plus traumatisant qu'autre chose finalement pour un enfant. On y va lentement, mais sûrement. Donc, je pense que l'importance dans les... pas nécessairement dans les différents styles
parentaux, mais c'est d'être là, d'être disponible, de leur faire comprendre qu'on est là pour eux, qu'ils n'ont pas besoin de tout nous dire, mais qu'ils sentent que s'il y a quelque chose, leurs parents vont être là pour les écouter puis pour les guider un petit peu là-dedans. Est-ce que ça a du sens, Oui, ce que oui, je dis absolument. par rapport à la question? Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Donc là, je vois qu'il est déjà 11 heures. Si on a une dernière question de quelqu'un, est-ce que c'est possible? Et si on n'a pas de dernière question, je vais donner la parole à M. Sanon. Mais si on a une dernière question de quelqu'un, est-ce qu'on peut prendre ce 5 minutes ou ça va? Oui, il n'y a pas de problème. OK. Donc, c'est la Il dernière. y a Oh, quelqu'un qui lève la main. OK, d'accord, d'accord. Donc, allez-y, posez votre question. Ben, c'est plus ou moins une question, c'est que quand vous avez parlé du sommeil tantôt, puis des bonnes habitudes de sommeil avant de se coucher, c'est venu nous chercher, fait que c'est pour ça qu'on a levé la main Oui. pour dire oui, on sent que ça fonctionne, ces trucs-là. On l'a senti avec la pandémie qu'on permettait plus de temps d'écran aux enfants parce qu'il y avait moins d'activités. Là, à un moment donné, c'est devenu comme une spirale négative, que le sommeil était moins bon chez eux. Cauchemars aussi, il faisait comme des cauchemars aussi, par rapport, je pense que par rapport au fait qu'il passait beaucoup plus de temps devant les écrans, puis c'est pas des petits jeux genre Mario, là, d'autres sortes de jeux vidéo. Il continuait un peu à jouer, même en dormant. Hein? Exactement. C'est ça, la coupure était moins là. Puis juste pour dire, oui, vous avez raison, si vous pouvez l'appliquer en tant que parent. Même pour nous, là. C'est ça, pour nous. Même moi, j'aime bien jouer, puis j'ai arrêté la semaine, puis mon sommeil est plus régulier, tout ça. Ah, ben tant mieux. Puis une chose qu'on a aussi mis en place, là, peut-être que je ne sais pas si vous avez comme un avis là-dessus, mais ça a été tantôt, vous parlez du positivisme et puis tout ça. Puis une façon que nous, on a trouvé de le mettre en place, c'est un petit journal de gratitude le soir. C'est fantastique, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait d'accord, tout à fait. J'en ai pas parlé, mais effectivement, dans la boîte à outils, là, ça peut être quelque chose à mettre absolument dedans pour tout le monde. Que ça soit justement là, un journal de gratitude où on est en train de souper. C'est quoi vos 3 beaux moments de la journée? Vos trois petites joies, vos 3 petits bonheurs de la journée. C'est tout simple, sauf que ça nous fait... j'ai juste shifté, là, mais ça fait changer notre attention sur ce qui peut être plus difficile vers, puis ça peut être complètement banal comme l'écureuil que j'ai vu dans l'arbre, il était drôle tantôt. C'est rien de sorcier, mais effectivement, de cultiver cette gratitude-là, c'est hyper important. Donc, c'est des bons outils, des bonnes stratégies que vous avez mis en place. Merci. Merci. Bienvenue. Merci. Donc, on va conclure avec M. Sanon alors. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Dr. Chang, j'aimerais bien en fait que si vous pouvez revenir un petit peu sur tantôt, avant de mettre fin à la rencontre. On a, en tant que parents, souvent, quand on voit souffrir nos enfants, le sentiment de culpabilité. Des fois, ça nous guette et on ne sait pas comment faire. En fait, on voulait prendre la douleur de cet enfant-là et c'est à cause de nous. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu quelques stratégies, un petit peu plus? C'est sûr que c'est toujours un défi, hein, parce que c'est la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Hein, on est responsable de nos enfants, puis on peut en prendre soin sans nécessairement... en travaillant notre sentiment de culpabilité parce que il n'y a pas... la honte puis la culpabilité, c'est jamais motivant
pour quelqu'un. Donc, au contraire, ça peut vraiment venir nous paralyser plutôt que nous mobiliser dans l'action. Donc, on peut le prendre un peu comme quand je parlais de la flexibilité psychologique, que là, je me sens coupable parce que telle ou telle chose. Je sais que je ne suis pas nécessairement responsable de tout ça ou si j'ai une part de responsabilité, mais OK, ça c'est fait. Maintenant, comment je peux être là pour mon enfant? Mais c'est sûr que la douleur, la souffrance, on voudrait pouvoir l'enlever dans différents contextes, mais je pense que ça peut être quelque chose qui vient, qui part, mais qui revient un peu ponctuellement. Si vous pensez par contre que c'est là souvent, peut-être que d'en parler à quelqu'un, puis de le travailler au long cours, ce sentiment de culpabilité-là, pour essayer de vous libérer de ça le plus possible. Est-ce que si on peut l'enlever complètement? Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut vraiment essayer de l'accueillir puis de le laisser s'en aller aussi. Bon, là, j'ai tendance à me sentir coupable, mais souvent, c'est la même cassette qui revient. Bon, là, c'est le même discours qu'on se dit, mais on peut essayer de prendre une distance face à ça parce que c'est pas en se sentant coupable, nous, que nos enfants vont mieux aller. C'est vraiment deux choses complètement différentes. On peut se sentir coupable de bien des choses, mais ça ne changera pas la réalité. Puis, ça nous dispose pas mieux nécessairement à faire face à la situation. Mais des fois, je pense que d'en parler, premièrement, à d'autres qui peuvent vivre la même chose, que ce soit d'autres parents ou qui ont des enfants avec l'anémie falciforme ou d'autres parents qui peuvent se sentir coupables pour bien des affaires aussi, où le sentiment de culpabilité n'est pas nécessairement justifié. Là. Mais donc, je pense que c'est important de pouvoir échanger là-dessus pour essayer d'aller confronter. De voir, OK, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent se sentir coupables. Puis qu'est-ce qu'ils font dans ces moments-là aussi? Mais je pense qu'il faut essayer d'en prendre conscience, un peu de l'encapsuler et de dire, OK, là, mon sentiment de culpabilité, il est ici. Et je ne laisse pas prendre toute la place. Je sais que c'est là, mais comment je peux, encore une fois, changer mon attention sur ce qui va vraiment être plus aidant et mobilisant comme énergie. Mais c'est un travail à long terme. Le sentiment de culpabilité, la honte, c'est des fois, on peut avoir besoin de soutien à ce moment-là. Oui, d'accord. Merci. Donc, voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Et je tiens à vous remercier, Dr. Chang, de nous avoir accordé ce temps précieux ce matin afin de nous aider à mieux comprendre et à apprivoiser nos émotions par rapport à nos stress, nos anxiétés, nos angoisses, en lien avec la vie en général, mais surtout avec l'anémie falciforme. Merci pour vos conseils salutaires et puis la boîte à outils. C'est très important. J'espère que ça va être utile. J'espère que ça a été digeste et assez fluide. Mais si ça peut être aidant, tant mieux. J'aurais accompli ma mission de la journée. Tout à fait, la boîte à outils, donc ça reste dans la tête. Là. Parfait, c'est ça qu'on veut. Voilà. Merci à nos participants, à vos parents et puis personnes touchées par l'anémie falciforme, nos amis. Sans votre présence, cette activité de ce matin n'aurait pas été possible. Alors, donc, vous avez répondu présent, comme à l'habitude. Alors, merci. Et puis, je dois dire merci à ma fille Michael qui est aux commandes ce matin, comme toujours. C'est une aide sans pareil. Merci à notre modérateur, mon bras droit, mon Dan, alors qui était là pour nous accompagner. Une fois de plus, merci à toutes et à tous.
suivez-nous via nos différentes plateformes. Et comme Dr. Shank a dit, en fait, le sport, il fait beau aujourd'hui. En fait, on a du soleil, une bonne marche, on respire de l'air. Alors, on remplit notre poumon d'oxygène. Alors, ça peut ne faire que du bien. Donc, pour combattre le stress et l'angoisse par le temps qui court. Alors, merci encore à tous. Faites attention à vous. À la prochaine. N'oubliez pas votre boîte à outils. Alors, bonne journée, Dr. Shanks. Merci encore. Merci beaucoup. Vraiment merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.